Le quick commerce est l'une des illustrations de la fragmentation en général dont je parlais il y a un instant. Et il faut se demander quels sont en fait les différents moteurs de la fragmentation. En fait, le mot-clé pour comprendre ce qui arrive au commerce aujourd'hui, c'est ça. Il se fragmente sous l'effet de plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'attente sociale qu'il y a autour du prix et du discount en France, qui fait que, depuis en gros 10 ans, Lidl est l'enseigne qui progresse le plus en France tous les ans. Voilà, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lidl, c'est un fait. On a ce premier élément de fragmentation qui est autour du prix, parce qu'il y a objectivement une attente sociale en France. C'est comme ça. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Auchan, Leclerc, Lidl, Naturalia, Grand Frais, Gorillaz, il n'existe pas une journée sans que les médias ne parlent de distribution alimentaire et ce n'est pas nouveau. L'inflation a bien sûr renforcé cette réalité, mais elle témoigne aussi de la place que prend l'alimentation dans notre quotidien de consommateurs. Depuis quelques années, nous assistons à une transformation du secteur où les acteurs traditionnels sont bousculés. Évidemment, la pandémie a joué un rôle important, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le quick commerce a questionné les business models installés, et au milieu de tout ça se trouve le consommateur avec ses besoins qui évoluent très vite. Ici même, dans ce podcast, nous avons reçu différents acteurs de cette économie pour vous apporter des éléments de compréhension. Je pense particulièrement à Amélie Oudéa-Castéra qui, avant d'être ministre des Sports, fut en charge du digital chez Carrefour, mais aussi Paul Lay de La Belle Vie, Édouard Morange d'Épicerie ou encore Gorillaz, Frischti, Monmarché.fr. J'avais très envie d'aller plus loin dans le sujet et aujourd'hui, pour en parler, j'ai la chance de recevoir Olivier Dauvert, certainement l'expert indépendant le plus reconnu de la distribution alimentaire. Avec lui, nous allons revenir sur les fondamentaux qui structurent le marché en France, l'augmentation des parts de marché des hard discounters, le panier anti-inflation, la livraison de courses, bref, qu'ils soient conjoncturels ou structurels, nous parlerons des changements en cours et de ceux à venir. Et enfin, nous ferons un focus sur les consommateurs pour comprendre dans quelle mesure leur comportement d'achat influence les distributeurs ou réciproquement peut-être. Mais avant de commencer, Olivier, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, j'ai 52 ans, je suis ingénieur agri de formation, pour faire simple paysan. Autant dire qu'on m'a appris le bon sens avant toute autre chose par rapport à ceux qui ont appris beaucoup de concepts et de choses compliquées. Depuis 32 ans, je suis, au sens du verbe suivre, le commerce. J'ai été journaliste, rédacteur en chef de magazines spécialisés, linéaires, j'ai créé Rayon Boisson, spécialisé sur le rayon des liquides. Et un jour, je me suis dit qu'il valait mieux être petit patron que grand salarié. Donc j'ai monté ma boîte d'édition. C'est il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans. Nous sommes 4. Particularité, on est tous associés, on se connaît tous dans notre vie perso d'avant. On a tous le même projet qui est de dire l'entreprise ne doit pas être un lieu d'accumulation au sens économique, mais un lieu d'épanouissement au sens personnel du terme. Et donc, on ne cherche pas la croissance, on veut juste s'éclater dans ce que l'on fait, qui est le suivi du commerce et de la conso. Et j'avoue qu'on y arrive pas mal. Et cette non-quête de croissance donne une liberté de dingue
parce qu'on n'est pas prisonnier des sujets économiques. Et accessoirement, on ne prête pas le flanc à des influences, à des menaces, à des chantages quelconques économiques qu'on pourrait en être victime. Un journaliste qui pique un peu par moment, donc je pique et je me fiche complètement de ce qu'ils peuvent penser en face. Et ça, c'est, je dois le dire, assez jouissif. Dans ma petite boîte d'édition, on fait des études sur le prix, le commerce, le drive, la promo. On édite une veille mensuelle qui s'appelle Vigigrande Conso. On fait des livres sur le commerce, l'image prix, le pensée client, la préférence commerciale, que sais-je encore. Et pour être tout à fait complet, j'ai 3 autres petites casquettes que je mets en plus de cette grande casquette qui est observateur du commerce via ma petite boîte. Je dirige le think tank agroalimentaire des Échos depuis son origine il y a 9 ans. Pour tenter de proposer des recommandations pour que la filière agroalimentaire se porte mieux, et Dieu sait que ça va quand même pas toujours très très bien, surtout au stade agricole. Deuxième casquette qui est en lien avec la première, je suis administrateur de C'est qui le patron. La marque C'est qui le patron on va appeler ça de commerce équitable, aux côtés donc notamment de la tête de gondole qui est Nicolas Chaban. Est-ce que tu pourras m'aider à le faire passer? J'adorerais. Effectivement, on peut tout à fait lui soumettre. Nico, je t'enverrai le lien et si tu écoutes, tu es obligé de dire oui. Voilà, comme ça c'est simple. Merci. Et enfin, troisième casquette, depuis quelques mois, j'ai intégré RTL tous les matins, Team Courbet, Julien Courbet, où j'assure entre 9h et 9h15 avec lui le quart d'heure pouvoir d'achat. Et donc ça fait partie de mes activités depuis longtemps que de parler dans le poste, on va le dire comme ça, parce que j'adore faire partager ce que je sais, et notamment en étant le plus accessible possible et en gros au grand public. Et donc je fais ça tous les matins et je prends un pied de dingue. Donc autant te dire que parler dans un micro, j'adore ça, donc on peut y aller. Merci, et merci pour cette présentation. Je confirme l'accessibilité d'Olivier. Pour vous, il faut savoir qu'on a dû être mis en relation il y a moins d'une semaine et qu'on a décidé hier l'enregistrement d'aujourd'hui qui se fait voilà. Il faut dire que je suis pas très occupé non plus, donc c'est assez facile. C'est ça. Merci en tout cas 1000 fois Olivier de te rendre disponible pour ça. Effectivement, tu l'as précisé, par les fonctions que tu occupes et les rôles que tu joues, tu as un poste d'observation privilégié sur la grande distribution, sur la grande consommation, sur la distribution alimentaire. En introduction, je le précisais, il y a pas mal de forces qui sont en action dans ces secteurs-là. Peut-être avant de les énumérer, est-ce que tu pourrais nous replacer un peu, je sais pas, en chiffres, le volume d'affaires que ça représente, la grande distribution? J'ai en tête 190 milliards. C'est quoi, en fait, peu les chiffres clés? Suivant ce que l'on met dedans, tout est affaire de périmètre, c'est souvent le cas. Ça va de 130, 140 milliards à effectivement 180 ou peut-être même 200 milliards, suivant que l'on mette le non-alimentaire ou pas dedans. Voilà, Carrefour vend par exemple encore des téléviseurs, même si c'est pas son centre de gravité. Donc si on met que l'alimentaire stricto sensu, on est en bas de la fourchette. Si on met que les hypermarchés, supermarchés, discount et magasins de proxy, on est en bas. Si on l'élargit à toutes ces nouvelles formes de commerce qui existent, et on en reparlera parce qu'on est face à une extrême fragmentation de la consommation, donc on fait monter, et si vous rajoutez tout, vous arrivez effectivement pas loin de 200 milliards. Mais au-delà de ça, moi, le chiffre qui me plaît souvent le plus à rappeler, c'est de dire que ce qu'on appelle la grande distribution, qu'on vilipende beaucoup, notamment dans les médias, matin, midi et soir, pour leurs pratiques, et je dis pas que c'est infondé, parce que c'est effectivement parfois c'est un peu le Far West, en gros c'est 70% des dépenses alimentaires des Français pour ce qu'ils consomment à domicile. Et encore, je n'exagère rien, je suis très très en bas de la fourchette pour ne pas être taxé de corporatisme particulier. C'est très important ce que tu dis, tu rappelles la réalité vécue par les consommateurs versus celle qui est commentée dans les médias, c'est ça? Oui, mais on peut l'illustrer d'une autre manière, moi qui me frappe toujours. Quel est le patron préféré des Français? Michel-Édouard Leclerc. Quelle est l'enseigne qui est la plus, on va dire, mise en cause par l'écosystème, que ce soit les corps sociaux, les politiques? Leclerc. C'est fascinant. Bon, et alors, est-ce qu'il faut être aimé par la masse et détesté par l'élite? Finalement, Leclerc, il s'en sort pas mal quand on le présente comme ça. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça derrière. Ça fait penser à la sortie d'Astérix Obélix de Canet qui a été dézingué par la critique et adulé par le public. La question, évidemment, chacun y fera sa réponse, mais la réalité, c'est que l'immense majorité des Français, pour dire les 3/4, utilisent la grande distribution et les hypermarchés
pour se nourrir et ça leur rend bien service. Oui, parce que l'hypermarché, si on prend ce format-là comme étant l'emblème de la grande distribution, il a deux vertus face auxquelles aucun autre format pour le moment n'a pu apporter une réponse plus pertinente. Première vertu, la capacité à exposer dans un même lieu un choix immense. Voilà, c'est quand même pas rien. Autant que l'on est, on aime tous avoir du choix, même si au final on achète les mêmes produits chaque fois. Mais on veut avoir le principe de cette liberté qui consiste à dire si j'avais voulu, j'aurais pris autre chose. Oui, mais non, je prends toujours des crêpes jambon fromage parce que c'est comme ça. Voilà. Bon, donc première vertu de l'hypermarché, c'est quand même le fait de proposer un large choix, le fameux tout sous le même toit. La deuxième vertu, c'est son efficacité ou son efficience économique. C'est que quand vous massifiez les flux à un tel niveau, vous avez des prix bas, donc vous avez du volume, donc vous avez des prix, donc vous avez du volume, et c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux du discount. On peut critiquer le discount, et j'entends ceux qui le critiquent, et j'ai pas de problème avec leurs avis divergents, mais il faut quand même s'incliner sur un point. Économiquement, le discount est efficient, au moins pour celui vers lequel il est destiné. Le consommateur, c'est-à-dire l'aval de la filière. On peut discuter de son effet sur l'amont de la filière, je l'admets totalement. Mais si on place le sujet, et quand tu me demandais ce que font les consommateurs, et quand tu soulignais que ça représente la majorité de leurs dépenses, parce que c'est le format qui a ces deux vertus, la largeur du choix et l'efficacité économique, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es contraint, au sens économique du terme, l'hypermarché, c'est plutôt un allié qu'un ennemi. Donc ça, c'est bien, on va remettre un peu l'église au centre du village. Il y a donc un autre quart, ou 30% du business qui est réalisé dans d'autres formats. Spontanément, quand on habite Paris, on pense à la distribution de quartier. Je pense qu'il doit prendre une place importante. Les Franprix, Monoprix et autres petites Carrefour City. Il y a également la livraison à domicile. Comment tu qualifies ce quart ou ce tiers restant ? Alors, la particularité aujourd'hui, c'est que ce quart ou ce tiers restant, celui qu'on met, mais disons plutôt un quart qu'un tiers quand même au final, il est plutôt en expansion qu'en diminution. Parce qu'en fait, et je vais commencer par une métaphore que j'adore, c'est celle du Mont Blanc. Le Mont Blanc, tout le monde le sait, est la plus haute montagne d'Europe. 4807 mètres, si je me rappelle bien, mais je crois que c'est ça à quelque chose près. Donc tout le monde sait que c'est la plus haute montagne d'Europe. Dans le même temps, tout le monde sait aussi que chaque jour qui passe, il s'érode. Ça s'appelle l'érosion, c'est un phénomène naturel bien connu qui fait qu'il y a quelques millions d'années, les monts d'Arrée en Bretagne étaient peut-être plus hauts que ceux qu'ils sont. Voilà. Bon. Donc ça veut dire que le Mont Blanc, chaque jour, il perd de l'altitude tout en demeurant la plus haute montagne d'Europe. Ce qui en apparence peut être paradoxal, parce que si on veut dire le Mont Blanc perd de l'altitude tous les jours, on a raison, mais si on veut dire que dans le même temps il est toujours la montagne la plus haute d'Europe, on a aussi raison. L'hypermarché c'est le Mont Blanc, la grande distribution c'est le Mont Blanc. Ça veut dire que c'est toujours le format ou le mode de distribution dominant en France et de très très loin. C'est-à-dire que la deuxième montagne après le Mont Blanc, elle n'est pas juste en dessous, elle n'est pas à 50 cm. Et donc, l'hypermarché, si on prend ce format-là, est toujours le format le plus important de la distribution. Pour autant, ça serait mentir que de ne pas reconnaître qu'il s'érode tous les jours. Et donc, il s'érode. Le Mont Blanc, ça s'appelle l'érosion. La distribution, ça s'appelle la fragmentation. Et en fait, on a face à nous, depuis en gros... Il n'y a pas de point de départ précis, mais je vais dire, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on a face à nous un phénomène de fragmentation de la conso où en gros, le modèle dominant est en train, chaque jour qui passe, de perdre un petit peu de plume au profit de circuits qui sont alternatifs, qui au début sont epsilonesques, mais qui peuvent commencer à peser quelque chose au bout d'un certain nombre d'années ou de décennies. Je pense à Grand Frais. Il y a 20 ans, Grand Frais, c'était quasiment rien. Aujourd'hui ça se compte en milliards. Des Français, voilà. Mais ça reste toujours extrêmement petit par rapport à Carrefour. Bien sûr. C'est-à-dire que Grand Frais est toujours 25 fois plus petit que Carrefour. Mais est-ce que la comparaison de la taille a un sens ? Toi-même, tu disais, finalement, en arrivant, je préfère être petit, j'ai ma société, 4 et puis on s'éclate. Est-ce qu'il y a une nécessité à avoir une taille gigantesque ou finalement, est-ce que... Deux remarques sur la taille. Au-delà qu'effectivement, il paraît que ça ne fait pas tout, mais donc ça s'applique aussi à la distribution, même si là, ça fait quand même beaucoup. Dans la distribution, effectivement, l'efficacité, l'efficience reposent pour une part sur l'effet de taille. Donc,
c'est pas une fin en soi en tant que telle, c'est un moyen qui est quand même utile. Bon. Et après, quand je présente la distribution avec ce prisme de la taille en disant que ça pèse encore, allez, pour faire simple, 3/4 des dépenses alimentaires des Français, c'est pas pour soit le minimiser, soit le glorifier, c'est pour faire un état de fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans leur comportement, les consommateurs, ils considèrent encore que la grande distribution, c'est leur circuit d'approvisionnement principal. Alors que les paysans trouvent que c'est pas bien, que le politique trouve que c'est pas bien, que les fournisseurs trouvent que c'est pas bien, zéro problème avec ça, ils ont leur avis et il est hautement respectable, mais dans les faits, les Français, ils votent tous les jours avec leurs pieds. Donc, mais pour revenir à cette idée-là, ce qui est en train de se passer dans la distribution, donc encore une fois depuis une quinzaine d'années, c'est ça, c'est une fragmentation où on a une multitude de formes de vente nouvelles qui arrivent, on va en reparler j'imagine, chacune avec une particularité, une spécificité, et qui toutes finalement attaquent la même chose, c'est la montagne dominante, et qui perd des petits cailloux chaque jour, tout en demeurant la montagne dominante. D'ailleurs, cette montagne dominante, la grande distribution, si on va illustrer tes propos, prenons l'exemple de Carrefour, et puis celui de Cajoo, qui est un des acteurs du quick commerce, qui est arrivé il y a à peu près 2 ans, et pour lequel Carrefour a porté un intérêt majeur, puisqu'il y a eu une prise de participation, je ne sais pas si maintenant c'est complètement intégré, mais bon, bref, le quick commerce a questionné les acteurs en place, comme Carrefour, qui finalement, pour peut-être avancer, comprendre plus vite la façon avec laquelle ces nouveaux besoins, très urbains, pour pas dire très parisiens, se développaient. Comment ça vient chatouiller quelque part, questionner aussi les acteurs en place, parce que Carrefour il a des hypermarchés mais il a aussi les magasins de proximité en centre-ville, c'est eux qui sont attaqués quelque part avec le quick commerce. Cajoo, je viens de le citer, il y a Gorillaz, il y a nos amis turcs, Getir, qui font plus qu'un maintenant avec Gorillaz, il y a une consolidation. Comment tu perçois un peu ces évolutions de marché ? Alors, je vais prendre une big picture, plus big pour démarrer que le simple quick commerce. Le quick commerce est l'une des illustrations de la fragmentation en général dont je parlais il y a un instant, et il faut se demander quels sont en fait les différents moteurs de la fragmentation. En fait, le mot-clé pour comprendre ce qui arrive au commerce aujourd'hui, c'est ça, il se fragmente sous l'effet de plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'attente sociale qu'il y a autour du prix et du discount en France, qui fait que, depuis en gros 10 ans, Lidl est l'enseigne qui progresse le plus en France tous les ans. Voilà, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lidl, c'est un fait. C'est la réalité. On a ce premier élément de fragmentation qui est autour du prix, parce qu'il y a objectivement une attente sociale en France. C'est comme ça. On a un deuxième moteur de la fragmentation qui est autour de la spécialisation de ce que le commerçant peut promettre à son client. L'illustration, c'est Grand Frais. Grand Frais, il promet une forme de vente plus spécialisée, puisque lui ne vend que des produits frais, essentiellement, et notamment avec un cœur fruits et légumes très très marqué. Donc il a un positionnement de spécialiste. Et le spécialiste, par principe, il embarque avec lui une prime de valeur que lui donne le consommateur. J'aime prendre cet exemple pour faire comprendre ce que vaut un spécialiste. On va dire, comme tu as des lunettes, pour ceux qui ne te voient pas là, je le dis, donc on va supposer que tu peux avoir un problème à l'œil, tu as un truc, donc aujourd'hui ça te gratouille ou ça te chatouille au sein de l'œil. Bon, je te propose un rendez-vous chez le généraliste cet après-midi pour 30 €, pour qu'il te regarde l'œil. Je te propose aussi, parce que j'ai le bras long, cet après-midi, un rendez-vous chez l'ophtalmo à 30 €. Tu vas où ? Chez l'ophtalmo. Pourquoi ? Parce que c'est un spécialiste. Voilà, ok. Donc, on a la démonstration par l'absurde, évidemment, que le spécialiste embarque par principe une forme de prime comparée au généraliste. Bon, en réalité, pour rester sur cet exemple-là, je t'ai menti. Cet après-midi... Tu m'as menti, je l'aurais payé plus cher. Cet après-midi, laisse-moi aller au bout, tu vas voir. C'est bien, le rendez-vous chez l'ophtalmo, il est bien pour cet après-midi, ce qui est quand même déjà le premier exploit. Mais il n'est pas à 30 €, il est à 31 €. Tu vas où ? Chez le spécialiste. Pourquoi ? Parce que la différence de prix n'est pas sensible. Voilà. Donc, on a démontré en 30 secondes que, par principe, le spécialiste, il embarque de la valeur. Par principe. Voilà. Donc, et alors ensuite, je t'aurais demandé 32, 33, 34. Ouais, jusqu'où je vais ? T'aurais lâché peut-être à 250 000 € en me disant, ça commence à faire cher. Bon. Mais, vous voyez, c'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que, par principe, le spécialiste embarque une dose de valeur additionnelle qui est très irrationnelle.
Parce que finalement, si tu as juste une pétouille dans l'œil, le généraliste, il peut te l'enlever comme... Je veux dire, on n'a pas besoin de mobiliser le chirurgien ophtalmo des 15-20 à Paris, pour ceux qui connaissent cet hôpital spécialisé sur les yeux. Bon, eh bien c'est pareil pour l'alimentaire. Grand Frais, imaginons le scénario suivant, s'installe sur le parking d'un hypermarché Carrefour. Les deux vendent des pommes. Les deux vendent, admettons, des Golden. Et dans mon exemple, les deux les vendent à 1 euro le kilo. Je suis convaincu par ce que tu dis. Et l'expérience qui est proposée par Grand Frais te donne l'impression, et je ne vais pas, sans juger la qualité des produits, je suis incapable de le faire, mais te donne l'impression que la Golden, elle est plus Golden chez Grand Frais que chez Carrefour. Donc elle pourrait être vendue plus cher. Voilà. Bon, et bien donc là, tu as illustré l'un des moteurs de la fragmentation du commerce et de la consommation en ce moment, qui est la spécialisation. Plus je suis spécialiste, plus j'intéresse aujourd'hui la part des consommateurs qui sont prêts à aller chercher au-delà du prix la valeur du produit qu'ils achètent. Et donc, mécaniquement, on voit se développer tout un tas de spécialistes, et à peu près tout. Voilà, au point que Grand Frais va finir par apparaître comme un généraliste, comparé à ceux qui sont encore plus spécialisés que lui. Bon, et donc ça, c'est un moteur de la fragmentation. Je vous ai dit, premier moteur, le prix, parce qu'attente sociale du discount. Deuxième moteur, la spécialisation, parce que attente de valeur pour ceux qui peuvent la mettre. Est-ce qu'on peut parler de premiumisation? Oui, c'est la premiumisation. Oui, bien sûr, ça, hein. Bien sûr, parce que la réalité, c'est que si tu achètes tes pommes chez Grand Frais, tu vas accepter de les payer plus cher que chez Carrefour. Même si, admettons, ce sont les mêmes. Même si, puisqu'encore une fois, ce qui compte là n'est pas la réalité, mais la perception. Puisque c'est bien la perception qui guide ensuite. D'expérience d'achat. Bien sûr. Et puis ensuite, on a un troisième moteur de cette fragmentation qui est le recours à l'extrême praticité. Ça veut dire en gros, aller faire mon marché, ça ne m'excite pas. Passer mon temps en magasin, oui, peut-être je vais voir toute l'offre possible, mais ça ne m'intéresse pas. Et donc, je cherche une forme de praticité parce que j'ai une relation très utilitariste à l'approvisionnement alimentaire, en tous les cas pour une partie de mon approvisionnement alimentaire. Voilà. Et donc, c'est sur cette idée-là qu'a reposé le développement du drive. Le développement du drive, c'est ni plus ni moins que, allez, 1/3 à 1/4 de l'offre qui est en magasin et qui est présentée sur l'interface, que je peux commander et qui va m'éviter d'aller en magasin. C'est sur cette idée-là que s'est développée aussi la livraison à domicile. Et c'est cette idée-là, sur laquelle on va mettre une forme de spécialisation d'ailleurs, qui est arrivé le quick commerce en disant, bon écoute, vous n'avez pas envie de vous emmerder à aller en magasin, vous pouvez le faire, et aujourd'hui vous pouvez le faire encore plus vite parce que moi je vous fais un truc encore plus fort, et donc vous serez livré en 10 minutes. Et donc, tu vois ainsi qu'il y a ces trois grands moteurs qui chacun font naître des formes de vente qui ont toutes comme point commun d'aller taper l'hypermarché et le supermarché. Les discounters Aldi, Lidl vont taper les hypermarchés par le prix. Grand Frais et toute la cohorte de spécialistes. Oui, là on peut inclure les Naturalia et autres spécialisés. Ce sont des spécialistes bio. Bien sûr. On est bien sur la logique de spécialistes. Ou les Nicolas pour le vin. Bien sûr. Ou le Picard pour le surgelé. Voilà. Parce que quand vous avez besoin d'acheter des surgelés et que vous avez le consentement à payer qui vous permet de le faire, par principe, je ne dis pas que c'est vrai, mais par principe, le ressenti, c'est que même des haricots verts très, très simples en sachet chez Picard seront perçus comme valant plus cher que ceux de Leclerc ou ceux de Carrefour parce qu'ils le valent bien. Écoutez, il ne faut pas aller lutter contre quelque chose que le consommateur ressent. Si c'est son ressenti, ça va induire son comportement, dont acte. Et donc voilà. Et donc en fait, tu as ces trois moteurs qui, et c'est ça qui est nouveau, sont allumés en même temps. Voilà. La quête de prix, c'est parce qu'il y a une attente sociale de discount qui est plutôt en train de se renforcer jour après jour. L'attente de valeur avec la spécialisation, elle est plutôt en train de se renforcer aussi parce qu'il y a à la fois de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches, c'est la fameuse bipolarisation de la société, et puis cette relation désincarnée à l'approvisionnement alimentaire qui fait que tu es prêt à commander à distance parce que tu t'en fiches un peu, c'est une forme de désintérêt marqué pour l'alimentation en général, sauf quelques repas dans la semaine qu'on va surinvestir parce qu'on a la belle-mère, on a les potes, on a le machin, mais globalement dans notre lien quasi quotidien avec l'alimentation, c'est devenu malheureusement, je dis bien malheureusement, moi qui suis plutôt agri de formation, c'est devenu un sujet secondaire. Et donc dans ce cas-là, le niveau d'implication est faible, donc on s'en fiche, on fait venir, on va pas aller en magasin, on va pas choisir, c'est pas grave. Ou alors la sélection se fait autrement. Parce qu'il y a aussi, et c'est de la spécialisation dans la livraison. Si tu prends la ruche qui dit oui, c'est pas la même chose que Gorillaz, qui n'est pas tout à fait la même chose que la Belgique. Pour moi, la ruche qui dit oui, et toutes ces formes-là,
c'est une forme de spécialisation. C'est ça. Voilà. Parce qu'en gros, ils embarquent une valeur sociale, dans le cas présent, et Dieu sait que je sais ce que c'est, puisqu'en tant qu'administrateur de C'est qui le patron, on fait la démonstration par le succès de la marque depuis son origine, que le client, quand il comprend la valeur sociale qu'on met dans un produit, il y a une part d'entre les clients, qui est capable de la payer. Bien sûr. Voilà. Mais alors, par contre, ce ne sont pas tous les clients. C'est une partie des clients pour une partie de leurs achats. Et c'est ça qui est aussi nouveau, c'est que, en effet de miroir à la fragmentation dont je te parlais, il y a une fragmentation intime chez le consommateur qui est capable, suivant les occasions de consommation, suivant les produits qu'il cherche, lui-même d'avoir une relation fragmentée. C'est-à-dire qu'il y a des sujets pour lesquels je vais aller chercher le prix parce que ça ne m'intéresse pas, et il y en a d'autres, alors qu'on parle bien du même consommateur, qui va aller chercher la réassurance du produit premium, parce que non, là quand même il ne faut pas déconner. Et donc, dit de manière un peu caricaturale, c'est la mamie qui va acheter du Sheba pour son chat et qui va acheter du papier toilette premier prix pour ses fesses. Je caricature volontiers. Et alors, mais voilà, il faut le parce faire. Parce que le niveau d'affect qu'elle va mettre dans l'un ne sera pas... Et vice-versa, je veux dire, on trouvera tous les exemples. Olivier, je pense que tout le monde se reconnaît dans ses propos. Mais parce qu'on est tous comme ça. On est tous comme ça. On est tous paradoxaux, ce sont des injonctions contradictoires. Et pour ceux qui en doutent, livrez-vous à ce petit exercice, moi, qui me rend dingue à chaque fois, mais positivement dingue. Quand je fais mes courses, ce qui m'arrive quand même souvent, et quand je suis en magasin, ce qui m'arrive quasiment tout le temps, je fais exprès d'aller à la caisse où il y a le plus de monde. Pourquoi ? Parce que je vais voir le plus longtemps les chariots des gens qui sont devant moi. Et je me régale de voir ce qu'il y a dans leur chariot. De voir comment un consommateur, d'abord, on a une idée de quelqu'un quand on le regarde, et on en a une autre. C'est une dimension sociologique. Mais total. Moi, je suis devenu, par expérience et non pas par formation, un sociologue de la consommation. Parce que quand vous observez le comportement des consommateurs en magasin, ça va très bien. C'est de la sociologie. Continue là-dessus, parce que justement, on a parlé des acteurs de la distribution. Donc, en fait, l'offre, et dans un marché, il y a une demande. Et cette demande, justement, faisons un peu un focus sur RTL. Tu parles tous les jours, justement, de ce consommateur, quelque part. Aujourd'hui, il est protéiforme, j'ai envie de dire. On vient de l'illustrer parfaitement. À un certain moment, pour un certain type d'achat, il va aller chez Lidl. Pour un autre, il va aller chez Grand Frais. Dans quelle mesure le consommateur drive les distributeurs, ou alors est-ce que c'est l'inverse? Ou alors est-ce que c'est c'est finalement une confrontation des deux qui fait bouger les lignes? Bon, il faut partir du conso et de ce mot qui résume la consommation aujourd'hui, qui s'appelle la frustration. Si je devais résumer absolument en un seul mot la conso, j'utiliserais celui-là. C'est une théorie que j'ai coélaborée en 2007 avec quelqu'un qui est décédé depuis, qui s'appelait Olivier Gérardon de Vera, qui était le patron d'une société d'études qui existe toujours, elle, qui s'appelle IRI. Et en fait, c'était pendant la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, qui promettait d'aller chercher 1 point de pouvoir d'achat avec les dents. Et on se voyait souvent pour se challenger sur la consommation, on se disait, mais pourquoi un mec qui ne peut pas être totalement con, je veux dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sarkozy, c'est pas le dernier des abrutis. Non. Voilà. Ensuite, politiquement, chacun pense ce qu'il veut. Mais comment quelqu'un qui ne peut pas être un idiot fini répond à une question qui ne se pose pas, puisqu'il n'y avait pas de problème de pouvoir d'achat. Jusqu'à une période très récente, en gros jusqu'aux 6 derniers mois, où on a un décalage assez classique. Quand il y a une inflation forte, les salaires, il y a un décalage dans le temps entre inflation-salaire. Mais je veux dire, en France... Enfin, on n'a pas perdu le pouvoir d'achat en 2022, hein, selon l'INSEE. Oui, bien sûr. Oui, tu vois, mais c'est bien pour ça qu'il faut accepter l'idée que même si elle va à contre-courant, que quand on le regarde sur le temps long, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malheureux. Hein. Non, on fait 3 pas dans la rue, on en trouve sans problème. Hein. Ne voyez pas de cynisme déplacé. C'est juste dans une forme de démonstration sociologique. Donc, à cette époque-là, 2007, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat, pas plus que depuis, et pourtant, les Français ont ce ressenti-là. D'où le politique, qui est un fin politique, qui dit, puisque les Français pensent ça, je vais leur promettre ça. Assez logique. Et donc, en fait, on a élaboré à ce moment-là cette théorie qui consiste à dire, en fait, les Français ne répondent pas au pouvoir d'achat quand on leur demande si ça va bien. Ils répondent à la satisfaction de leur vouloir d'achat. Et là, la réponse, elle est non. Et donc, on a élaboré cette théorie, qui n'a pas bougé d'un iota depuis, qui fait qu'il y a d'un côté le pouvoir d'achat, de l'autre le vouloir d'achat,
que l'écart entre les deux ne cesse de croître, parce qu'il faut imaginer de droite, il y en a une, le pouvoir d'achat, elle est flat, et il y a l'autre, le vouloir d'achat, qui est presque exponentiel. Mais j'adore cette théorie, elle est tellement parlante. Ah mais elle est très simple. Et donc je la revendique, parce que pour le coup en 2007, il fallait quand même l'imaginer, la conceptualiser, avec ce fameux Olivier Gérardon de Vera, paix à son âme. Et donc en fait, l'écart qu'il y a entre les deux, ça s'appelle de la frustration. L'écart entre le vouloir et le pouvoir, ça s'appelle de la frustration. Bien sûr. Et donc, en fait, une fois qu'on a compris ça, on a compris que le consommateur ne cherche pas nécessairement à acheter moins cher, c'est-à-dire à dépenser moins d'euros, puisqu'il les a et il n'en a pas moins d'une année sur l'autre. Par contre, comme il a plus de désir, il cherche à optimiser la valeur des euros qu'il dépense. Et donc, le mot-clé de la consommation, une fois qu'on a compris ce qu'était la frustration, c'est la valeur des euros que j'accepte de dépenser. Si tu me permets, je prends un exemple. Mais bien sûr que ce permet, soir, et c'est hyper clair. Ce soir, en rentrant chez moi, admettons que je veuille faire plaisir à ma chérie, une petite attention. On est le 14 février. On peut le dire, on est le 14 février. Mais on va se dire que ça peut être valable pour tous les jours, parce que si on a besoin de la Saint-Valentin, c'est grave. Mais voilà. Mon problème, c'est que je n'ai que 10 euros en poche, parce que mon problème, c'est la ressource. Bon. Alors que je voudrais revenir avec une flopée de cadeaux, bien évidemment, puisque je suis fou d'Inde. Jusque-là, c'est assez banal. Bon, je n'ai que 10 euros en poche et je veux lui faire un petit plaisir en arrivant. Je vais peut-être me dire, j'arrive avec un bouquet de fleurs, je m'arrête dans une parapharmacie pour lui acheter un petit produit de beauté, ou je passe chez le caviste, acheter une bouteille de vin pour un apéro à 2 qu'elle appréciera. J'aimerais faire les 3. Je peux pas, parce que mon problème, c'est la ressource. Je n'ai que 10 euros. Donc déjà, ça veut dire, et c'est la conséquence de ce monde de la frustration dans la consommation, que tout devient concurrent de tout. Je vais mettre en concurrence le caviste, le fleuriste et la parapharmacie. Alors qu'aucun d'entre eux, pris individuellement, ne voit les autres comme des concurrents. Le fleuriste, son concurrent, c'est le fleuriste à l'autre bout du village ou dans l'autre centre commercial. Voilà. Non, mon gars, il y a quelqu'un qui est encore plus concurrent, c'est celui qui peut répondre avec à peu près la même somme, à peu près au même besoin. Faire plaisir à ma chérie ce soir. Et donc, comment je vais réfléchir ? Je vais réfléchir non pas uniquement sur le prix, puisque les 10 euros, je les ai. Si le bouquet de fleurs, il vaut 8, il rentre dans l'enveloppe. La bouteille de vin, elle vaut 10, elle rentre dans l'enveloppe. Sauf que je sais par expérience que quand la soirée démarre par une bouteille de vin, elle finit mieux. Admettons, pour l'exemple. Je vais peut-être considérer que mes 10 euros seront mieux utilisés que mes 8 euros dans un bouquet de fleurs. À moins que ça soit l'inverse. L'obsession du consommateur aujourd'hui, et là, au-delà de la familiarité de l'exemple, que j'assume totalement, je vous rassure, comme tout le reste, je cherche bien, dans une approche sociologique, par mon comportement, à donner le plus de valeur aux euros que je dépense, et non pas à dépenser moins d'euros. C'est ça la clé de la consommation. C'est hyper clair, et j'aimerais apporter un commentaire, et dis-moi si ça va dans le sens de ce que tu veux expliquer. Finalement, vouloir satisfaire sa chérie et pour une même somme, avoir une concurrence entre une bouteille de vin, un bouquet de fleurs ou de la cosmétique, ça existe depuis tout le temps. Pourquoi il y a quelque chose qui s'accélère aujourd'hui ? C'est là où je voudrais en venir. Et l'augmentation de cette frustration, c'est-à-dire la différence entre ce que tu as très bien expliqué, le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat, l'écart qui s'agrandit entre les deux, donc la frustration qui s'agrandit, qui se manifeste encore plus, et là on peut repenser aux gilets jaunes et à tous ces mouvements-là. Cette théorie, c'est #gilets jaunes. Exactement. Qu'est-ce qui fait que finalement le consommateur va considérer qu'il est moins bien aujourd'hui qu'il ne l'était hier, sachant que son pouvoir d'achat réel n'a pas diminué, mais parce qu'il juge le sentiment. Et il juge le sentiment. Qu'est-ce qui le provoque aujourd'hui ? C'est que qu'est-ce qui fait que en fait, il a envie d'avoir une télé plus grande, alors que la sienne, elle est déjà grande et qu'elle fait le taf. C'est parce que le pouvoir d'achat est une approche quantitative assez facile à calculer et qui est d'ailleurs malheureusement finie puisque ça ne baisse pas mais ça ne progresse plus non plus ou très très peu. Je veux dire, comparé à ce que la génération d'avant nous a pu connaître, ça n'a rien à voir. Bon. En revanche, le vouloir d'achat, il est exponentiel. Parce que le vouloir d'achat, il est drivé par plein de sujets qui s'additionnent. Le premier sujet, c'est l'offre, le progrès, on peut appeler ça comme on veut, mais ça fait vieux con. Mais il y a 20 ans, je ne ressentais pas le besoin d'envoyer des textos matin, midi et soir, ou de regarder Internet dans le métro, parce que ça n'existait pas. Dès lors que ça a existé,
ça a créé une stimulation. Voilà, ça c'est l'effet de l'offre sur la demande. C'est assez classique dans l'économie, mais quand vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous aujourd'hui, il y a tout un tas de dépenses que vous acceptez de faire aujourd'hui, que vous ne vous posiez pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que de toute façon, ça n'existait pas. Donc le vouloir d'achat, il est exponentiel, ne serait-ce qu'à cause de ça. La deuxième raison, c'est que le vouloir d'achat, il progresse aussi de manière quasiment ininterrompue depuis en gros le XXe siècle. C'est le moment où les standards de vie, petit à petit, ont chaque année ou presque cranté. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous envoyez par exemple un CV dans une entreprise pour vous embaucher, vous mettez évidemment un 06 et évidemment une boîte mail. Parce que ça fait partie de ce qu'on va appeler le standard de vie. Si vous n'avez pas ça aujourd'hui, vous n'êtes pas dans votre époque. Et donc en fait, la hauteur de la barre qu'il faut atteindre chaque année n'a cessé de progresser dans l'histoire contemporaine de l'humanité. Je dis contemporaine parce qu'un siècle à l'échelle de quelques milliers d'années, c'est peanuts. Donc dans l'échelle contemporaine de l'humanité dans laquelle on est aujourd'hui, ce standard, il s'élève très régulièrement. Et donc il crée des dépenses. Voilà. Un abonnement Internet devient aujourd'hui une forme d'obligation. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre sans, bien sûr, mais dans les faits, c'est quand même ça. Et puis enfin, vous avez le troisième sujet, qui est la transparence totale de nos vies, ou en tous les cas beaucoup plus importante qu'avant, qui fait que chacun ou presque sait ce que l'autre a. Et c'est ce que j'appelle la société de la conso-munication. Et en gros, avec cet exhibitionnisme forcené, que je ne conteste pas en tant que tel, je ne suis pas donneur de leçons, j'y participe aussi probablement moi-même. Voilà, donc je n'ai pas de sujet avec ça. Mais donc, de fait, on dit urbi et orbi ce que l'on a, ce que l'on fait. Quand vous dites urbi et orbi ce que vous avez, ce que vous faites, ceux qui ne l'ont pas se disent, mais pourquoi cette espèce de couillon, il est en ce moment à Courchevel alors que moi je ne peux pas y aller? Pourquoi lui il a un iPhone, je ne sais pas quel numéro, alors que moi j'ai encore un Samsung à clapper? Pourquoi, etc., etc., etc. C'est la comparaison et derrière c'est hashtag réseaux sociaux. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et donc cette transparence des vies et de ce que l'on fait, de l'avoir, fait que ça crée de la jalousie naturelle. Mais pourquoi lui? Et puis après, aller expliquer à quelqu'un qu'il n'a pas ce que l'autre a, parce que probablement que, je ne sais pas, il travaille moins dur, moins fort, ou à l'école il était moins bon. Je dis, c'est totalement stupide, toutes ces raisons, quand on les prend séparément les unes des autres. Mais il y a bien une explication, à part des usurpateurs, il en existe. Mais je veux dire, il y a le phénomène de classe sociale n'est pas totalement basé non plus sur de l'usurpation. Il faut quand même arrêter avec cette connerie-là. Donc il y a une affaire de mérite aussi qui arrive, sauf que ce n'est pas entendable par la société française, dont je vous rappelle qu'au fronton de ces mairies, il y a un mot qui pollue toute la réflexion collective, qui s'appelle égalité. Je ne dis pas que c'est mal, bien au contraire, mais on a mélangé la différence entre l'égalité et l'équité, et en sociologie, ça produit cet effet-là, mais si Jean-Paul, mon voisin, il a, c'est pas normal que je l'ai pas, je vais aller manifester pour que moi aussi je l'ai. Merci pour cette explication ultra claire, qui est une conviction que je porte aussi sur la façon avec laquelle tu le décris. Je vais ajouter une dimension qui... en fait, est une suite logique aux commentaires que tu viens de faire. Celle, donc tu viens d'expliquer, la frustration, vouloir plus par comparaison, on a parlé des réseaux sociaux. Donc un consommateur qui est aussi un peu schizophrène, qui d'un côté va aller chez Lidl, mais aussi chez Grand Frais, qui est donc véritablement protéiforme dans sa dimension aussi sociale. Je vais ajouter quelque chose d'autre concernant le consommateur. C'est la notion de consommation durable, la consommation RSE, enfin je sais pas si on peut parler de consommation RSE, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que vient s'ajouter à cette complexité que tu viens de décrire très justement, celle de la consommation responsable. Est-ce que je vais polluer en achetant ça? Est-ce que je vais pas polluer? Est-ce que je vais me faire du bien à la santé? Est-ce que c'est socialement acceptable encore aujourd'hui d'aller acheter de l'ultra fast fashion chez Carrefour, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire autrement? Alors là, on est au cœur des injonctions contradictoires les plus intimes qui soient, parce qu'on est tous concernés, et on répond tous de la même manière, c'est-à-dire par le grand écart. Il y a le conso et le citoyen, qui sont le même individu, mais pas le même comportement. Je vais prendre quelques chiffres rapidement. Dans une étude du réseau Action Climat récente, qui a fait elle-même la compilation de toutes les études d'intention du consommateur, en gros, 80% des Français veulent consommer responsable. Voilà, bon, premier chiffre. Deuxième chiffre, sur d'autres études qui mesurent là cette fois-ci le consentement à payer pour la consommation responsable, c'est entre 50 et 55% des Français
qui sont prêts à payer plus cher pour un produit durable. Je reprends le cas de la pomme qui est chez Carrefour ou chez Grand Frais. On est prêt à payer un peu plus chez Grand Frais. Oui, c'est ça, le consentement à payer. Voilà, le consentement à payer, c'est le moteur de la consommation et des stratégies. Parce qu'en gros, il faut travailler le consentement à payer, sinon on n'a pas de conso qui accepte de payer le prix qu'on lui demande. Donc, il y a à peu près entre 50 et 55% des Français qui se disent prêts à payer plus cher pour un produit de conso responsable, alors que je vous rappelle que 80% étaient prêts à consommer plus responsable. Donc, vous voyez déjà qu'on a dégradé un peu. Si vous descendez maintenant de l'autre côté du miroir et vous regardez la face un peu moins claire, le bio, par exemple, ne pèse que, allez, suivant ce qu'on met dedans, entre 6 et 7% des achats alimentaires des Français. Et ça perd des... Et en plus, en ce moment, mais au-delà de la conjoncture, restons malgré tout sur la tendance porteuse des 10 dernières années, ça n'empêche que ça ne pèse que 6 à 7%. Le lait, c'est qui le patron, dont je vous disais pour démarrer que j'en étais administrateur et fier de participer évidemment à cette démarche. C'est le plus grand succès de lancement de marque depuis une quinzaine d'années en France sur la grande conso. Ça pèse, allez, pour faire simple et très arrondi, 5% du marché du lait en France. Pourtant, c'est un carton. Parce qu'en réalité, je rappelle juste pour ceux qui auraient pas connaissance de cette marque-là, c'est finalement des producteurs de lait qui sont justement rémunérés, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas d'argent, et donc qui en conséquence... à un prix de vente un peu plus cher, et on raconte ça aux consommateurs. Tu payes un peu plus cher, mais tu es certain que le paysan est heureux. Voilà. En gros, c'est ça le message. Eh ben, ce qu'on va appeler des produits équitables. Hein. Voilà, on va les appeler comme ça. En général, c'est du café Max Havelaar pour les producteurs colombiens, mais ça peut être aussi pour des producteurs laitiers du Cotentin. C'est la même chose. Et donc, en fait, malgré le succès incroyable que c'est, ça pèse encore très peu. C'est ça que je veux dire. Et c'est pas pour minimiser cette démarche, c'est juste pour dire qu'au moment de transformer l'essai, la part des consommateurs qui sont prêts, elle est quand même très faible. Et là, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'échelle des valeurs que le consommateur met quand il décide d'un achat, il ne faut pas mélanger les valeurs qui sont du registre de l'internalité, du bénéfice personnel qu'il y trouve, et les valeurs qui sont du domaine de l'externalité, c'est-à-dire de ce qu'il fait pour l'écosystème au sens large. On est tous d'accord pour protéger la planète. Là, c'est plutôt le citoyen, là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, en fait, le citoyen, les externalités, il trouve ça génial. Le paysan heureux, la planète sauvée, tout ça. Oui, mais sauf qu'au moment d'arbitrer en situation d'achat, ce qui m'intéresse, c'est la consommation, c'est un acte égoïste. C'est mon pognon, mes besoins. C'est très cynique de le présenter comme ça, mais tous ceux qui ne comprennent pas ça, ils font fausse route. C'est pas grave, c'est ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous une dose d'altruisme. Bien évidemment, on en a tous une. D'ailleurs, qu'on exacerbe quand on en parle, en disant « moi, j'achète équitable ». Oui, un produit par an, et c'est du café, et parce qu'encore, il était en promo pendant la quinzaine du commerce équitable. Voilà. Le mec qui est vraiment équitable, il achète tout le temps. Hein. Voilà. Et celui-là, il n'existe pas. C'est comme pour le bio. 90% des Français consomment bio. C'est ce qu'on appelle le taux de pénétration. C'est-à-dire un produit au moins par an. Alors, un produit par an ? Oui, au moins. Donc, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est la torsion entre deux chiffres. 90% des Français consomment bio, c'est le taux de pénétration, au moins une fois par an, c'est comme ça qu'on le calcule, et ça ne pèse que 6 ou 7% des ventes. Et là, tu touches du doigt l'effet que, oui, finalement, ça concerne tout le monde, mais quasiment personne, manière dominante. Parce qu'on ne devrait pas pouvoir dire que c'est avec un achat par an qu'on est... C'est ce qu'on appelle le taux de pénétration. Ouais, c'est comme ça. Il est pas juste. Voilà, mais en tous les cas... T'as plus le concombre traditionnel standard, t'as besoin d'un concombre et t'as le bio à côté, tu prends le bio. C'est pour ça que moi je me sers de cet exemple pour illustrer la torsion qu'il y a entre là où il y a des bénéfices pour moi et là où il y a des bénéfices pour autrui. Et donc en fait, quand vous achetez des produits, vous regardez d'abord le bénéfice que vous y trouvez. Voilà. Et parce qu'en réalité, les acheteurs de bio, pour une bonne part, le driver intime qu'il y a, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir. Je force volontairement le trait. Et c'est pas pour sauver la planète. Disons qu'ils ne veulent pas être malades. Oui, mais quand je dis ne veut pas mourir, c'est pour aller droit au but sur mes idées, même si elles sont par moments un peu réductrices. Mais c'est pas d'abord pour sauver la planète. Si ça peut sauver la planète aussi, tant mieux. Mais la clé d'entrée, c'est la valeur personnelle que je trouve dedans. Et donc, c'est là où est la limite de la consommation durable et responsable. C'est qu'il faut d'abord que j'y trouve un bénéfice pour moi. Et là, en ce moment-là, c'est open bar. Puisque s'il y a un bénéfice pour moi et pour la planète, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Donc, le consommateur aujourd'hui a encore du mal à arbitrer entre deux produits, l'un qui aurait plus pollué que l'autre.
Parce que c'est le prix. Il n'a pas l'info. Et parce qu'il n'a pas l'info. Il n'a pas l'info. Voilà pourquoi moi je milite, et notamment dans le cadre des travaux de notre think tank agroalimentaire des Échos, moi je milite pour deux choses. Je milite pour l'affichage obligatoire de l'origine sur les matières premières. Voilà. Quand vous achetez un plat cuisiné dans lequel il y a du poulet dans votre Franprix en bas de chez vous, vous ne savez pas d'où vient le poulet. Et éventuellement, quand on a fait une expérimentation pour dire il faudrait mettre l'origine, on mettait UE. Bon, UE, c'est Union Européenne, ça peut être polonais, français. Voilà. Et puis même s'il vient d'ailleurs et qu'il est passé pour être découpé dans un pays d'Europe, il devient UE. Bon, donc alors dire que tant qu'on est dans cette forme de non-transparence, on n'aide pas le consommateur à faire ses choix. Moi, je vous prie de croire que si demain on s'amuse à l'exercice suivant, dans un magasin, vous mettez en face avant du packaging, ça veut dire ce qui est visible. L'origine de la même manière que tout le reste. Marque, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, on pourrait dire, la règle veut que ça soit écrit de la même taille. Ça va calmer tout le monde. Je mets l'origine de la matière première. Donc, imaginez le scénario suivant. Je suis dans mon Franprix, dans mon Carrefour City, peu importe. J'ai un filet de poulet à la Provençale, origine Pologne, écrit en gros, et un filet de poulet à la Provençale, origine France. D'après vous, est-ce que ça va modifier la demande consommateur ? La réponse, elle est oui. Il risque d'y avoir une différence de prix. Mais au moins je le sais. Au moins je le sais. Aujourd'hui, je ne le sais pas. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie autour de l'origine parce qu'on tient là une façon à la fois de soutenir les cours de la matière première française, parce que si vous modifiez la demande au bénéfice de ce qui n'est pas d'ailleurs, mécaniquement, vous augmentez les prix de ce qui est d'ici. Je veux dire, ça s'appelle l'offre et la demande, cours d'économie, première année de fac, donc, et premier jour de cours. Bon, tellement c'est simple. Donc ça, et puis accessoirement, vous aurez un bénéfice écologique, parce que si votre poulet ne traverse pas la terre entière, si votre poulet n'est pas brésilien, son empreinte carbone, elle sera meilleure. Hein. Donc voilà, l'origine, et un indicateur environnemental, comme l'est le Nutri-Score sur la nutrition. On appelle ça l'EcoScore, le Planet Score. Il y a différentes démarches qui sont en test. Je fais pas j'ai une petite préférence entre les deux, mais à la limite, il en faut un. Parce qu'il faut donner les armes au consommateur. Parce qu'on ne peut pas lui faire porter la responsabilité. Il ne peut pas choisir. Il ne peut pas choisir. Enfin, c'est difficile, disons. Oui. Et puis il se trouve que il a une forme de tendance à ne pas voir ce qui est une évidence. Vous voyez, par exemple, les premières fraises que j'ai vues en grande distribution cette année, elles sont arrivées le 11 janvier chez Lidl. Je les ai vues. Je ne dis pas que le 9, il n'y en avait pas ailleurs, mais moi, je les ai vues, je parle de ce que je vois. Le 11 janvier, chez Lidl, des fraises marocaines. J'ai rien contre les Marocains, j'ai rien contre les fraises, mais si le 11 janvier, on disait aux consommateurs « dis donc, fais gaffe quand même, hein, c'est pas du tout la saison. » Et elles viennent du Maroc et c'est écrit en gros et encore plus gros. Oui, sauf que si on veut que ça modifie le comportement, il faut culpabiliser. Et il faut un Nutri-Score environnemental, on va l'appeler comme ça, écrit en gros. Sinon, on ne modifiera pas les choses. Et justement, je vais tirer en fait le fil de ce que tu viens d'aborder, c'est le sujet de la réglementation. Dans un marché, on a parlé de l'offre, on a parlé de la demande, la rencontre des deux, comment tout ça se fragmente, on l'a longuement parlé. Il y a toujours dans un marché un troisième acteur qui est le règlement, la régulation. La régulation dans la grande distribution, dans la distribution de façon générale, aujourd'hui, quelle forme prend-elle? Quels sont ses enjeux? Est-ce qu'ils ne portent que sur les aspects écologiques, traçabilité, information du consommateur? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Bref, la régulation aujourd'hui dans la distribution, quel est son rôle? Quels sont ses enjeux? Alors, ce n'est pas la régulation dans la distribution, c'est la régulation dans la consommation. Parce que sinon, on considère que seul le distributeur a une responsabilité, quand on le présente comme ça. Donc, la régulation dans la consommation est à la fois insuffisante et indispensable. Je m'explique. La consommation est au cœur de 3 enjeux centraux pour la société. Premier enjeu, la santé publique. Le lien alimentation-santé, je pense que plus personne ne peut le nier. La consommation est au cœur d'un deuxième enjeu, qui est celui de la souveraineté alimentaire et du fait que la France, et je ne suis pas le dernier des couillons pour parler d'agriculture, la France est en train de perdre son agriculture, ceci est factuel. Et donc demain, on dépendra encore plus qu'aujourd'hui des autres. Bon, je rappelle ce que Macron a dit pendant le Covid, c'est folie de confier sa souveraineté aux autres. Oui, très bien, continuons. Bon, il y a 2 jours, il y avait les tracteurs à Paris pour manifester. Donc, l'alimentation au cœur de 3 enjeux. La santé publique, la souveraineté alimentaire et l'écologie, parce que la consommation, c'est l'écologie des petits pas
mais des gros impacts. Je me suis livré à un petit calcul pour RTL d'ailleurs il y a quelques jours, parce que c'était la semaine verte sur l'antenne. C'était le nombre de repas que nous faisons par an. On fait à peu près 3 repas par jour. Je le souhaite en tous les cas, on va dire à tout le repas. monde. Multiplié par 365 jours par an, multiplié par 70 millions de Français, 75 milliards de repas. On a, en France, 75 milliards de repas qui sont pris par an. Imaginons que sur un ingrédient de ces repas, on change pour quelque chose de plus vertueux. Mais l'impact est colossal, parce que c'est une multiplication. Et donc, il y a un enjeu écologique autour de la consommation, je parle bien d'alimentation, parce que c'est rien en tant que tel en apparence, mais c'est multiplié par l'activité qui est la plus indispensable à la vie. On ne peut pas vivre sans bouffer. On peut vivre sans téléphoner, on peut vivre sans baiser, Saint-Valentin, on peut vivre sans tout un tas de trucs. Mais c'est la pyramide de Maslow. Hein. Voilà, oui, exactement. Et donc, la bouffe. Et donc, vous imaginez l'impact que ça peut avoir si on arrive, par la régulation, à adresser le sujet de l'écologie. Et donc, sur ces 3 sujets, santé publique, souveraineté alimentaire et écologie, la régulation, elle a un rôle. Pardon, j'ai décidément un gros chat dans la gorge. Sur la santé publique, c'est de rendre obligatoire et visible le Nutri-Score. Obligatoire. On est des peines à jouir là-dessus, hein, toujours. Non, pas trop, il faut pas. Non, les gars, un peu d'autoritarisme éclairé quand le sujet l'exige. Ça fait un peu dictateur de le présenter comme ça, mais rassurez-vous, je me présenterai à aucune élection. Deuxièmement, sur la souveraineté alimentaire, c'est quoi l'action ? Affichage obligatoire de l'origine, pour modifier la demande des consommateurs et donc pour soutenir les cours. C'est quand même pas très compliqué à comprendre, bon sang. Troisièmement, sur l'écologie, la régulation c'est quoi ? Rendre obligatoire un affichage écologique. Voilà. Et donc, il s'agit de donner aux consommateurs les moyens d'être un acteur de la santé publique, de la souveraineté alimentaire et de la transition environnementale. Ok, je suis sans doute pas très intelligent ou moins que d'autres, mais putain, ça me semble quand même assez facile à comprendre. C'est un bon sens, c'est empreint de bon sens. Je suis paysan de base. Hein. Quel est là-dedans le rôle que doivent jouer les industriels et les distributeurs ? Est-ce qu'ils ont des responsabilités partagées ? Comment tu vois les choses ? Alors, de 2 choses l'une. Ou les acteurs de la filière, qui sont industriels et distributeurs, sont capables de ce qu'on appelle la soft law. La loi douce, c'est un concept anglo-saxon qui consiste en gros à dire si les acteurs parviennent à s'entendre sur une pratique commune, il n'y a pas besoin de leur imposer par la loi. Bon. Il y a 3 ans, 4 ans maintenant, j'ai tenté, alors j'ai réussi partiellement, mais évidemment pas totalement, via le think tank agroalimentaire des Échos, encore une fois que je dirige, de faire signer un manifeste sur l'origine aux acteurs de la filière alimentaire, pour les inviter à ce que j'appelle la symétrie dans les promesses d'origine. Je m'explique. Si une marque, pour une partie de ses produits, revendique l'origine France, parce que c'est français, alors elle s'engage à la même transparence quand ça n'est pas français. Sinon, il y a usurpation de la valeur de la ferme France. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc, de 2 choses l'une. Si je fais des plats cuisinés avec du porc français sur mon petit salé aux lentilles et que j'en suis fier avec un gros drapeau français, et que je fais du lapin à la moutarde avec du lapin chinois, mais que je ne le dis pas, exemple réel, hein, je ne prends pas les choses au hasard, hein, rassurez-vous. Pour ceux qui me connaissent, ça va à peu près. Ce que tu en viens de dire, c'est que ça va amener la confusion dans la tête du consommateur, bien sûr, parce que cette marque-là, elle me vend du cochon français, voilà. Mais si elle ne me le dit pas, je vais insidieusement, sans m'en rendre compte, associer les deux. Voilà pourquoi, moi je dis, si vous avez des couilles, pardonne-moi l'expression, ben vous mettez lapin chinois. Ah ben ça va changer. Ah ben pourquoi tu rigoles ? Pourquoi le porc français il mérite un drapeau français sur la boîte de conserve et pourquoi le lapin chinois il ne mérite pas un drapeau chinois ? Eh bien on en revient à cette idée. C'est que si tu fais ça, tu modifies la demande consommateur. Parce que tu imagines bien que le lapin à la moutarde avec un drapeau chinois, il n'est pas vendu. Hein. Non. Il n'est pas vendu. Bon. Et donc, tu vois, j'ai essayé d'embarquer un maximum d'enseignes et de distributeurs autour de cette idée que j'appelle la symétrie dans les promesses d'origine. C'est très clair. Bon. Tous les distributeurs ont signé. Tous. Les industriels. Là, on est sur les distributeurs. Bien sûr. Et ils ont un impact sur la marque distributeur. Bien sûr. Et aussi sur le mindset qu'ils ont, qui disent aux industriels, nous on est pour. Les industriels, des couilles molles. Et je l'affirme, des couilles molles. À part quelques industriels individuellement. Des gens comme Bell, par exemple, qui ont signé. Comme Materne, c'est le même groupe qui ont signé.
Ben les autres, leurs représentants, les associations qui font du lobbying matin, midi et soir à l'Assemblée, les ANIA, les ILEC, je l'assume, hein, ils n'ont pas signé. Pourquoi ? Parce que cette hypocrisie, elle les arrange. Parce qu'ils mettent ce qu'ils veulent dans leur boîte, les mecs. Ils vont acheter au moins cher. Et je serai à leur place, peut-être que je ferai pareil. Donc là, tu vois quand même que ceux qui font les produits, ben, cette forme de non-transparence, elle les arrange bien. Sauf que ces gens-là, ils n'ont pas compris le sens de l'histoire. Parce que demain, les marques auront une dette vis-à-vis de la société. Et sur un sujet comme ça, ceux qui seront en dette... Ce seront les industriels. Évidemment. Et ils le paieront à ce moment-là. Ils le paieront. Donc, pour revenir à ta question qui est de dire comment on fait, soit on arrive à les faire s'engager tous ensemble, mais c'est quand même vachement dur, soit si on fait le constat qu'on n'est pas capable, eh bien il faut arriver à le faire par la loi, sans être un Européen sceptique, hein, pas du tout. C'est aujourd'hui rendu difficile objectivement par le cadre européen. Ça veut dire que la France ne peut pas imposer l'obligation de l'affichage de l'origine sur les aliments qui sont vendus en France. Oui, il faut pas possible. Il faut que ça soit européen. Parce que, et encore une fois, c'est pas une contestation du grand principe noble européen. J'ai pas de sujet avec ça. Mais là, on est sur la soft law finalement. Ben c'est bien pour ça que c'est plus facile de le faire par la soft law. Ouais. Ça veut dire que si l'État met son pouvoir et sa force de persuasion en réunissant un jour, on va appeler ça un Grenelle de l'alimentation, soyons fous, et il y a le président de la République qui arrive avec son poids politique et qui dit « Monsieur Leclerc, Monsieur Bonduel, Monsieur Danone, bon, les gars, on signe ou on signe pas ?» Et ben, si vous signez pas, vous avez le droit, mais par contre, j'aurai aussi le devoir de dire que vous n'avez pas signé. Imagine le scénario suivant, avec le poids politique d'un responsable de très très haut niveau. Le président de la République, on ne fait pas mieux en France a priori. Bon, ben les mecs ils vont signer, hein, le doigt sur la couture du pantalon. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ? C'est pas des enjeux qui le méritent ? La santé publique, la souveraineté alimentaire et la transition environnementale de l'assiette ? Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas pour un peu conclure sur ce sujet ? Le poids des lobbies, bien sûr. Bien sûr. Donc les industriels sont réunis en lobby. Mais les industriels, c'est pas les industriels, c'est d'une manière générale, le poids des lobbying, d'une manière générale. J'ai rien contre les industriels en général. J'ai quelque chose en particulier contre eux sur le sujet de l'origine, et ils le savent, et je l'assume à 200%, mais en général, j'ai rien contre eux. C'est le corporatisme qui est fait de telle manière que, ben évidemment, voilà. Donc on a besoin d'un poids politique, et voilà pourquoi tout à l'heure, pour déconner, je disais, il faut un bon autoritarisme éclairé, parce qu'il y a des sujets qui ne méritent plus de la discussion, c'est fait. Je veux dire, le lien alimentation-santé publique, on ne va pas en rediscuter encore pendant 40 ans. Voilà, c'est bon, c'est vu. La souveraineté alimentaire, on va attendre qu'il n'y ait plus de paysans en France. Mais tu vois, il y a un lien entre les deux, entre la santé alimentaire et puis finalement le sourcing. J'ai en tête, et dis-moi si je me trompe, mais j'ai vu passer l'information il y a quelque temps. Les tomates qu'on utilise dans l'immense majorité des sauces tomates en France sont chinoises. Ouais. Ça veut dire que... Et tu le sais pas. Et tu le sais pas, voilà. Mais tu l'informes, tout le monde va voir que c'est finalement des tomates chinoises qui sont dans les pizzas que t'achètes, mais ce qui dans est pas les tomates grave en soi. Moi, c'est pas grave. J'ai rien contre les Chinois ou contre les Marocains pour les fraises. C'est pas ça le sujet. Non, le sujet, c'est le consommateur doit savoir. Il doit savoir, et ça repose la question de la souveraineté alimentaire du pays, puisque là, en facial, quand tu prends ton ketchup ou ta pizza, tu verras que ça vient de Chine. Et ça modifiera la demande consommateur. Voilà. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment cette idée toute bête que l'affichage de l'origine de manière transparente, d'où que ça vienne, et pas uniquement quand c'est français, parce que afficher quand c'est français, ça ne s'appelle pas l'affichage de l'origine, ça s'appelle du marketing. Hein. On se fait belle, hein. On se maquille pour sortir samedi soir. Hein. Voilà, c'est pas ça. Moi, la transparence, c'est j'y vais comme je suis. Maquillé, pas maquillé, bien habillé, pas bien habillé. Voilà, c'est ça la transparence. Donc, je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas que si on fait l'affichage de l'origine pour toutes les origines, on va modifier la demande conso. Et que si on modifie la demande consommateur, on a un puissant levier économique qui va remonter jusqu'en haut. Encore une fois, les sujets agricoles m'intéressent depuis mes origines et depuis mes études. Je suis stupéfait de voir que toutes les crises agricoles, on tente de les résoudre par des décisions politiques qui ne durent qu'un temps, parce que le politique a moins de poids que l'économique. Il va falloir qu'on résolve le sujet agricole qui est un sujet économique. Quand tu parles du sujet agricole, c'est le sort des paysans, pour faire simple. Ouais. Voilà, qui vivent mal et dont beaucoup arrêtent, et notre capacité productrice diminue. Eh bien, si on met en face de cette difficulté économique un mécanisme économique, la modification de la demande consommateur, on n'interdit pas d'acheter des tomates chinoises. On lui dit juste, attention, sache que c'est chinois. Attention, sache que c'est français.
Si ça ne modifie pas la demande conso, eh ben on en tirera le fait que finalement on s'en fout. Si ça modifie la demande conso, ça fera en sorte mécaniquement que les tomates françaises sont mieux payées. Dès lors qu'on modifie l'offre et la demande sur un marché, on modifie la conséquence de ce rapport entre les deux qui s'appelle le prix. Putain mais merde, c'est quand même... vraiment, moi j'ai fait que des études agri, on m'a appris ça dans un cours d'éco de base. Dès lors que tu touches soit à l'offre, soit à la demande, tu modifies la résultante des deux qui s'appelle le prix. Qui peut me dire l'inverse? Donc, il va falloir qu'on modifie la demande, puisqu'on ne peut pas modifier l'offre. Et la demande, c'est pas difficile de la modifier. On dit d'où ça vient. Et mécaniquement, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, je dis pas tout le monde, parce que tout le monde, malheureusement, ne va pas pouvoir acheter du concentré de tomates français. Ça, bien sûr, il y en a qui n'ont pas le choix, parce qu'ils sont sous la contrainte. Mais ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, ils vont le faire. Et il suffit que une boîte de concentré qui aurait été achetée dans sa version chinoise, pour rester sur ton exemple, passe dans une boîte qui a fait avec des tomates françaises, mécaniquement, même si c'est à la 18e décimale, ça modifie le prix. C'est comme ça s'appelle de l'économie. Encore une fois, j'assume que c'est à la 18e décimale ou à la 1000e décimale, peu importe. Mais sauf qu'on est 70 millions. Et c'est là où, quand on accepte de voir la consommation comme une multiplication d'un nombre d'actes d'achat par un nombre de consommateurs, putain la vache, l'effet que ça peut avoir. Un effet de dingue. Et c'est là où la consommation est un sujet majeur de la transition environnementale, parce que possiblement à très fort impact. Écoute Olivier, je pense que ça va être une super phrase de conclusion. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué et qu'il faudrait malgré tout évoquer? On a fait un tour assez complet, on a vu l'offre, la demande, la régulation, on a pris des exemples concrets, on a expliqué la fragmentation de ce qui se fait, de ce qui se passe. Tu as rappelé à juste titre que quand même la grande distribution sous sa forme hypermarché et supermarché reste l'acteur dominant de ce marché-là et qui est encore plébiscité par les consommateurs. Il me reste à remercier le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien qu'il apporte à ce podcast, à remercier vous les auditeurs, toujours aussi fidèles. J'espère que vous aurez eu plaisir à écouter cette conversation entre Olivier et moi. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi. Olivier, il me reste à te remercier toi. Merci pour le temps que tu as consacré et merci pour l'analyse et la qualité de tes propos que tu as partagé avec nous. Plaisir partagé. Merci Olivier, à bientôt.